Et je me souviens de toutes les fois où je suis parti dîner ou déjeuner chez Laurent, des conversations qu'il a avec ses parents, comment ses parents lui posent des questions. Enfin, tu vois, moi, les conversations, tu sais, à la maison, c'est on n'a pas d'argent, comment on va faire pour s'en sortir. Les histoires de voisinage, et ça vole pas très haut, tu vois. C'est pas comment tu t'y es pris, pourquoi t'as pris cette décision, et qu'est-ce qui te fait penser ça. Oyez la popu, bienvenue sur Artisans de l'Esprit, le podcast qui met en avant les personnes de banlieue qui font tout pour s'accomplir. Comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours. Ici, tu trouveras des invités sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans de l'Esprit. Bienvenue sur la deuxième partie du podcast avec Momo, épisode qui va nous permettre de comprendre un peu plus sa façon de fonctionner et tous les challenges qu'il a dû rencontrer dans sa vie, que ce soit dans le milieu hospitalier ou encore dans l'entrepreneuriat. Je vous cache pas que ça a été un épisode très compliqué à monter parce qu'on a parlé pendant plus de 2h30. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et puis je suis rentré à la fac de médecine et j'étais à la CTU et là j'ai découvert un autre truc, tu vois, qu'il y a une vraie sélection sociale à la fac. Et en fait j'ai vu parce que je suis arrivé en doublant. Donc, la première année j'avais fait 400e sur 1300, donc c'était pas mal. Mais tu vois, genre ça te donne une note de 7,5, 8, tu vois. D'accord. T'es 400e. Médecine, pour aller chercher la moyenne, faut y aller. Et là, je rencontre encore un de mes meilleurs potes. Deux de mes meilleurs potes. Il y en a un qui va m'en vouloir. Ou alors, je dis pas qui. Mais du coup, je me retrouve en médecine. Je fais mes 2 années de médecine et je finis quasiment à 50 places, 25 à 50 places d'adésistement. Je crois que je fais 285e. En gros, t'as un classement de 200 places, t'as 50 places, c'est les désistements parce que les gens ils ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils vont retenter. Et après t'as 25 places. Et je me retrouve avec une note de genre 10-6, tu vois. Ok. Donc voilà. Et là, j'ai 2 opportunités. Soit je vais faire une L2 en droit dans une fac de droit à Toulouse, de provincial, où en fait tu sais que voilà. Et je découvre que en fait je me suis fait éclater dans une matière où j'ai eu 4 et 4 sur les 2 semestres. C'est la SHS, et c'est une science humaine et sociale. C'est une espèce de grosse disserte où voilà, là en fait c'est tes origines sociales qui s'expriment, tu vois. Ouais. Et à l'époque, il y avait un mec qui m'avait beaucoup aidé, il s'appelle Laurent, et il m'avait donné ses cours parce que lui aussi il avait fait le DAUB et lui il avait eu kiné et donc on avait été mis en relation parce que c'est un ancien. Et lui m'a un peu coaché, quoi, un peu mentoré, et lui sa mère était médecin. Et Laurent, ça a été un super pote puisque on allait réviser ensemble et tout. Et en fait, quand j'allais manger chez lui, en fait, c'est le seul ami qui m'a invité vraiment chez lui, d'une classe supérieure. Et en fait, quand t'écoutes les niveaux de conversation à la table, en fait, tu te dis putain, mais c'est là où ça se joue, quoi. Tu vois, c'est venu après, tu vois. Et je me souviens de toutes les fois où je suis parti dîner ou déjeuner chez Laurent, des conversations qu'il a avec ses parents, comment ses parents lui posent des questions. Enfin, tu vois, moi, les conversations, tu sais, à la maison, c'est on n'a pas d'argent, comment on va faire pour s'en sortir. Les histoires de voisinage, et ça vole pas très haut, tu vois. C'est pas comment tu t'y es pris, pourquoi t'as pris cette décision, et qu'est-ce qui te fait penser ça, etc. Tu vois. Tu vois. C'est de la vraie maïotique, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, avec un père ingénieur et une mère médecin, à la fin, je me suis dit, ok, Laurent, il a pas eu peut-être ce qu'il voulait, médecine. Enfin, je crois il voulait être kiné. En tout cas, je dis, il y a pas de comment dire, de hasard. Tu vois, ton milieu social vient toujours te repêcher. Et moi, quand je me suis tapé ces 4 notes-là sur des matières écrites
où déjà quand tu vois sur Facebook, LinkedIn, le nombre de fautes, d'orthographe, de syntaxe, de machin que je fais, en fait, c'était écrit que j'étais pauvre. Ouais. Tu vois, et la sélection elle s'est faite là. Et genre, si j'avais eu 10 et 10 ou 11 et 11, et en fait ça c'est des types de matières où c'est facile en fait quand tu viens d'un milieu aisé, parce que c'est des matières où tu vas chercher, t'as le 17 ou t'as le 16. Et là, t'as déjà pris l'avance sur tous ceux qui savent pas écrire et qui savent pas parler, qui ont pas vocabulaire. Et en fait, l'écriture, c'est vachement, je pense que c'est le truc, tout le monde, je pense qu'il y a un vrai piège, c'est, si aujourd'hui la société te dit, ouais, faut être très bon en maths, tout le monde va en S. Et en fait, non. C'est aujourd'hui, en fait, tout le monde va faire des matières littéraires, apprendre à écrire, etc. Et tous les gens que je connais qui réussissent, c'est des gens, tu vois, on peut parler de JN, c'est des gens qui parlent très bien, des gens qui écrivent très bien et ils ont une plume en or. Tu vois. Donc tu vois, même toi aussi, ça sent, tu vois. Merci. Et du coup, et voilà. Et donc du coup, ben voilà, il y a une sélection sociale et là je comprends que, ok, c'est pas grave, c'est pas que j'ai été mauvais, c'est juste un concours qui m'a sanctionné. Et en fait, il y a eu une sélection sociale. Et là, par contre, après, voilà, il fallait que je trouve un autre plan. Et donc, du coup, je me suis fait une année sabbatique parce que un de mes meilleurs potes, qui est aujourd'hui ophtalmo, lui était infirmier et du coup, je me suis dit bon, il y aura pas d'autoroute pour cette fois-ci. On va encore prendre une nationale. Et on va y aller à pied, tu vois, tant qu'à faire. J'allais dire à vélo, mais c'est pareil. Ouais. Non, mais voilà. Moi, je suis un piéton. Et et du coup, je découvre que en fait, lui, il était infirmier. Et quand t'es infirmier, si t'as la moyenne, chose que j'avais eu, tu peux, t'as un classement qui est réservé aux infirmiers. T'as juste à avoir la moyenne et tu peux faire médecine. Et voilà comment je suis devenu infirmier. Parce que voilà. Et donc je me dis bon, je vais passer les concours infirmiers. Et là, tu découvres en fait que les concours infirmiers, faut de la thune, faut faire une prépa. Voilà, je me suis inscrit en cours du soir là où j'ai passé le DUB parce qu'il y avait une prépa infirmier. Et du coup, j'ai fait cette prépa et ensuite donc en parallèle, c'était une année plutôt sympathique. C'est pas une année sabbatique. Je prépare les concours infirmiers. Je me repose du traumatisme de médecine parce que c'était très intense. Je bossais 13 heures par jour. Je me suis jamais découvert aussi bosseur, tu vois. Et ça m'a structuré, hein, même aujourd'hui, ça m'a grave apporté, juste la charge mentale que tu peux tenir. C'était une épreuve. En même temps, c'est un traumatisme, une épreuve, une réussite. C'est pas un échec. C'est pas un échec. J'ai juste pas eu un concours. J'ai continué à faire du soutien scolaire, à faire de la salsa et à préparer mes concours infirmiers pendant toute une année. Et voilà. Et puis je me rétame encore les concours infirmiers. Mais psychologiquement, en termes d'épreuves à proprement dit, épreuves scolaires et tout, ça devient compliqué là, non? Si tu pars du principe que je deviens infirmier à 30 ans, ouais. Et en fait, il se passe, tu vois, c'est une galère pendant 10 ans où je lâche pas, tu vois. Je pense que, tu vois, genre, il y a l'obstination, tu vois, genre tu répètes tous les jours la même chose et tu tournes en rond. Et la détermination, tu fonces. Tu crées des opportunités, tu fonces. Alors, c'est vrai qu'au début, les opportunités, t'en as pas beaucoup, tu vois. Et l'autre jour, j'ai eu une conversation avec ma femme et elle me pose une question, elle me dit Momo, écoute, si tu devais changer quelque chose dans ton parcours, dans ton passé, qu'est-ce que tu changerais? Et je dis strictement rien. J'ai dit, tu sais quoi? En fait, j'ai pris à chaque fois les meilleurs cas. J'avais les plus mauvaises cartes, mais à chaque fois, j'ai pris les meilleures décisions que je pouvais prendre. Même quand c'était la décision de fierté algérienne. Ouais, parce que je pense que la fierté, c'est une des manifestations de la responsabilité. Prise de responsabilité. Même, tu vois, genre, de la liberté, de la responsabilité, etc. T'as le droit d'être fier, tu vois. Et la fierté, c'est un mécanisme de défense, tu vois, aussi, tu vois.
La Après, fierté, des fois, elle est mal placée, comme on dit, la fierté, tu vois. ouais, mais non, mais moi la fierté, c'était je ne me rabaisserai pas. Tu sais, enfin le truc, l'histoire de fierté. Des fois, il y a des trucs, ça dure 5 minutes, tu vois. La fierté, tu vois, genre quand je t'ai parlé fallait que je finance mon école. La fierté, c'est aussi savoir serrer les dents Ouais. au bon moment. Et tu vois, en fait, la fierté, c'est pas le truc mal placé. La fierté, c'est, je pense même quand j'ai dit Lagardère, c'est même pas une question de fierté, c'est une question de principe, tu vois, plus que de fierté. Mais pour moi, la fierté, je l'associe à, ok, c'est dur, ok, tu serres les dents, et le résultat, si tu serres les dents, il va être ouf. Ok. Tu vois, la fierté, c'est pas, tu vois, genre, nos parents, ils sont venus, ils se sont sacrifiés, tu vois. Mais ils se sont sacrifiés justement pour que nous, on se sacrifie pas. Ouais, bien sûr. Et l'erreur, c'est que nous, on se sacrifie. Ouais, c'est vrai. Même moi qui suis, tu vois, un papa aujourd'hui, des fois, tu sais, je suis là, je parle avec ma femme et tout, je dis, mais j'ai trop peur et tout, faut bosser encore plus et tout. Et ma femme me dit, mais non, mais si tu bosses encore plus et que t'es malheureux, et que tu profites pas de ton fils, bah c'est là où en fait tu déconnes. Bien sûr. Parce que ton gosse, il est heureux que si toi t'es heureux. Et voilà. Et donc la fierté, c'est voilà savoir renoncer et à aller à la confrontation dans des trucs qui sont stériles. Ouais. Et la fierté, c'est tu vois, genre ouais, c'est vraiment vivre avec ses principes et prendre des décisions qui sont difficiles. Et j'en ai eu plein des comme ça. Ouais, quand j'ai quitté l'hôpital, que j'ai démissionné, il y a plein d'endroits auxquels je suis parti juste parce que ça correspondait pas avec mes valeurs. Et de toute façon, tout ce qu'on te dit, c'est les valeurs. Ouais. Et donc, si tu vis pas en accord avec tes valeurs et que tu laisses quelqu'un décider pour toi, eh ben, c'est fini, en fait. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? C'est en fait, tu vois, si t'as pas la fierté, t'as la soumission. Et une fois que ça y est, t'as courbé la tête, t'as baissé les yeux, c'est fini pour toi. Et là, ça te rappelle les parents. Quand ils te disent, ouais, il faut pas parler, il faut rien dire, machin, il faut... Exactement. On n'est pas venu là pour ça. On n'est pas venu là pour ça. Ok. On a dit beaucoup de choses là. Ça fait 1h30 qu'on enregistre. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'allais te dire, quand on va sur ta page LinkedIn, on voit il y a 14 expériences. Ouais. Et principalement, ce qu'on voit, c'est les expériences en termes de growth hacker, etc. Ouais. Comment t'arrives dans ce milieu-là, alors qu'à la base, t'étais plus dans la musique, DJing. Après, tu te reconvertis vite fait à la radio, mais tu vois que c'est compliqué parce que t'as pas le bac. Ensuite, tu deviens infirmier. Ouais. Donc, tu décides de déposer ta démission parce que ça te plaît plus, parce que t'as la fierté qui est là. Et à quel moment tu dis, bon, bah, vas-y, on retourne dans l'informatique. Enfin, on va dans l'informatique. L'apaisement de mon cœur, il est à ce moment-là, quand je suis infirmier. Et le moment où je suis le plus heureux, c'est à ce moment-là. À ce moment-là où j'aide les gens, où tout ce que je fais, ça a un sens. C'est vraiment le métier qui me rend le plus heureux. Franchement, si je pouvais y revenir, je le ferais. Mais en termes tu peux pas aller dans un système qui est en train de couler. Ouais. Moi, j'ai démissionné de l'hôpital parce qu'il était en train de couler. Et je vois où va le bateau. C'est une Titanic. C'était en quelle année, ça? J'ai démissionné. Je veux dire, je sens les choses arriver. Je veux te dire, je vois le futur. J'ai démissionné le jour, c'était un jeudi. Je crois que c'est jeudi 14 mars 2021. Ok. Lorsque on a eu 2021 ou 2019, je sais plus. Il y avait le Covid ou pas? Covid. Bah, 2020 ou 2021. 2021. Ok. Donc j'envoie ma lettre de démission à l'hôpital. En fait, j'avais trouvé un poste en start-up. Ah, d'accord. Mais j'envoie ma lettre de démission à l'hôpital et le lundi d'après, il y a Manu qui nous dit qu'on est confiné.
Ah, donc t'as même pas fait le confinement, toi. Ah oui. Ouais. J'ai échappé à ça. Et je vais te dire, j'avais une obsession, genre le mois d'avant, pour mettre un vidéo proche à la maison. Donc je peux te dire que c'était, tu vois, genre, je sais pas, j'avais préparé tout. On avait même déménagé en banlieue, tu vois, pour pas être dans Paris, tu vois. C'était Genre, vraiment le timing mais parfait. je sais pas. Il y a genre, fallait que ce soit supportable, quoi. Donc, enfin, j'ai des collègues, ils ont ramassé. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai démissionné de l'hôpital, c'est parce que, en plus, je m'étais embrouillé avec ma cadre en lui disant, écoute, ce week-end, j'ai compté les compresses. Ah ouais. Tu te sentais pas utile. Non, j'ai compté les compresses, tu vois, genre, il y avait pas de matos. Genre, je suis parti faire des soins chez les patients à poil, tu vois. D'accord. Tu vois, genre, il y avait pas de pompeuse. Les pompeuses, c'est des aiguilles pour pomper les préparations, tu vois, pour préparer tes mélanges. J'avais pas de tubulure. Et donc j'étais obligé de prendre chez un patient pour amener chez l'autre parce que le stock, enfin voilà. Et du coup, la raison pour laquelle j'avais démissionné, c'est que j'avais eu un accident de voiture dans Paris. Hidalgo a rajouté encore plus de chaos pour faciliter le passage des voitures et des infirmiers dans Paris. Et donc là, j'ai un petit accrochage. Et j'appelle ma cadre parce que je dois aller récupérer mon fils à la crèche. Et j'ai pas terminé ma tournée, quoi. Et genre, je suis bloqué avec quelqu'un d'hystérique. Enfin, je me dis, c'est bon, on a une assurance, enfin, constat, voilà, etc. Mais est-ce que tu peux envoyer quelqu'un pour aller voir le dernier patient que je dois voir parce que je pourrais pas le faire. Et elle me dit, non, mais elle me demande même pas comment ça va, tu vois. Elle m'a demandé comment allait la voiture. Ok, d'accord. Parce qu'elle avait pas assez de voiture. Okay. Tu vois, genre. Et donc là, j'ai dit, waouh, c'est trop chaud. Écoutez, la voiture va très bien, mais moi, j'ai très mal au dos. Merci, au revoir. Ok. Fierté. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai posé Madame, puisque j'étais dans un milieu, en fait, qui est, toi, tu viens avec ton humanité et en fait, on te déshumanise, on t'exploite. En fait, on te demande toujours de faire des efforts, mais il y a jamais d'efforts qui sont faits dans l'autre sens. On parle toujours avec de la novlangue, des concepts super positifs, des projets, des machins. Et en fait, tu peux pas contester. C'est toujours positif. Faut toujours toi que tu t'améliores, mais le système n'a pas le droit de s'améliorer. Tu n'as pas le droit de contester. Et du coup, je retrouve mes collègues et je démissionne et je trouve un job, mon premier poste en tant que growth hacker. C'est comme ça que je deviens growth hacker. Avec toute mon expérience entrepreneuriale, mon esprit de la débrouille, la curiosité que j'ai eue pour la communication, le marketing depuis toujours, parce que c'est ce que tu apprends en école de radio. Voilà, la radio c'est un support publicitaire, donc le marketing j'avais quelques petites bases. Et voilà, et je me retrouve chez Abricot, qui est une application de rencontre, où je remplace un mec qui s'appelle Barthélemy Fent. Mais à l'époque je le connais pas. Barthélemy Fent, extraterrien. Et du coup, ben lui, il s'était fait virer par ses deux associés. Et moi, ce que je fais, c'est que pendant 6 mois, on se retrouve pendant le confinement, je restaure son travail parce que ses associés l'ont viré et en plus, ils ont effacé son boulot. Donc du coup, moi, je restaure son boulot et en plus, je l'améliore et on fait donc ça essentiellement de SEO et on fait on passe de 5000 visiteurs par semaine à 25 000. Et en 6 mois, on fait plus 13 000 utilisateurs. Donc du coup, c'était le nombre d'utilisateurs que eux ils avaient fait en 2 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Donc en gros, en vrai, ça s'est fait en 3 mois. Et en 3 mois, et on a fait 38 partenariats et on a poussé sur Instagram comme des chiens. Et voilà. Et donc je me fais virer parce que je pense qu'on était encore dans le Covid. Il y a eu le déconfinement puis l'autre confinement. Il y a pas eu de levée, donc je me suis fait virer salement, quoi. Et à ce moment-là, en fait, je dis mais qu'est-ce qui te ferait kiffer, qu'est-ce que tu dois faire dans enfin, tu vois, c'est quoi la next step, quoi. Donc je suis plus fonctionnaire parce que j'ai démissionné de l'hôpital. Je me fais virer d'une start-up, tu vois, où j'ai appris énormément de choses, mais où pendant le confinement, je comptais pas mes heures, tu vois. Et du coup, je me retrouve au chômage pour la première fois de ma vie. Et il se passe, je dis ok, qu'est-ce que t'as envie de faire? Et ma passion c'était la danse. Et j'avais vu ma femme galérer pour trouver des chaussures de danse. C'était très galère. Je dis il y a forcément un truc à faire.
moi j'ai envie de faire une marque de chaussures. Et et du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'inscris dans une formation pour apprendre à faire des chaussures pour femmes. Ok. Tu t'y attendais pas? Il y a vraiment rien qui va dans le podcast. Il y a rien qui va. Je pense que les gens, ils vont péter un plomb. Ils vont dire, c'est quoi ce mec? Je vais arrêter d'écouter. Ils vont dire, j'arrête, je coupe. Ça va nulle part, sa vie. Comment je vais faire? Ça va nulle part. Du coup, je m'inscris dans cette formation qui s'appelle l'atelier Maurice Arnoux. C'est le seul endroit où tu peux apprendre à faire des chaussures sur mesure et apprendre ce métier-là. Et dans le même temps, je fais le premier atelier, je commence machin. On est confiné une deuxième fois. Et pendant le deuxième confinement, il y a Barthélemy Fent. Encore une fois. Que je ne connaissais pas. Hein. Ouais. En fait, il me connaissait parce qu'il était encore associé, il s'est séparé de la boîte. Ah, d'accord. Et il a vu le boulot que j'ai fait. Parce qu'il avait les chiffres de tous les mois. Et son père avait investi dans la boîte, etc. Et du coup, il se passe que, il me dit, ouais, écoute, moi, je suis au School Lab. Momo, il y a une boîte, j'ai vu ce que t'as fait chez Abricot, c'est incroyable. Il y a une boîte qui s'appelle Nomasei. Et, il va falloir que, j'aimerais bien que tu bosses avec eux et j'aimerais bien que tu les aides. Et cette boîte-là, je suis avec eux bientôt depuis 3 ans. Ok. Et du coup, j'ai découvert le e-commerce comme ça. Et c'est une marque de chaussures. Et donc, du coup, je suis dans ce sujet chaussures. Je fit avec ces 2 nanas qui sont Marine et Paul. Et genre, on fait 20% de croissance par mois depuis 30 mois. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et du coup, il se passe un truc incroyable. C'est-à-dire que là, ça commence à devenir une vraie success story. Au départ, je suis avec ces 2 nanas qui ont une agence, dizaines des chaussures pour d'autres marques, elles font du freelance, etc. Elles se payent pas, c'est très compliqué. Le CA, il est anecdotique. Ouais. Limite, elles donnent de l'argent pour que les clients achètent des chaussures. Ah ouais, d'accord. Enfin, ça leur coûte trop cher pour vendre. Et donc du coup, et là, en fait, je capitalise sur les compétences en data que j'avais développées chez Abricot. En fait, quand tu as une application de rencontre, c'est super intelligent et en fait, c'est très data orienté. Ouais, c'est des algorithmes qui calculent ton comportement, en gros. Ouais, mais même, faut regarder un petit peu l'expérience d'utilisateur et tout. Tu vois, il y a la phase du sign-up, l'onboarding. Est-ce que la distribution des profils qu'il reçoit l'engage tous les jours, le fait rester sur la plateforme, etc. Donc, c'était vachement intéressant. Pendant 6 mois, j'ai appris des trucs de ouf, tu vois. Et notamment en data. Et donc du coup je capitalise avec ces filles et donc du coup comme elles avaient pas de thunes et moi j'en avais pas, mais en fait on s'est fait confiance, du coup je prends à la performance. Ok. Alors au début la performance tu vois de 0 c'est 0 quoi. Ouais. Mais maintenant c'est cool et on a négocié un fixe et ça se passe bien et je bosse toujours, c'est ma boîte de cœur, c'est ma maison mère et je bosse pour Nomasei. Sauf que en parallèle, il y a plein de j'ai Nomasei qui me paye pas, c'est anecdotique, le chiffre d'affaires oscille et à ce moment-là, on me demande de lancer un podcast, Méthode to Scale. Et un podcast qui a 2 ans, plus de 2 ans là. Et avec Julien Laure et Julien Masson, et du coup ils me disent mais t'as fait de la radio, ça te dit pas de lancer un podcast et tout. Et là gros risque parce que j'avais pas de thunes et donc je dis à ma femme écoute est-ce que tu peux me prêter de quoi acheter du matériel, on va faire un podcast, j'ai besoin du meilleur matos. Voilà. Et du coup mon rêve c'était d'acheter le matos, les micros avec lesquels je bossais à la radio quand j'étais à la radio FG. Et voilà, et on lance ce podcast et ça c'est aussi une source de revenus récurrents. Puis après il y a eu un 2e podcast, puis un 3e. Là on est tu vois, enfin du coup il y a, et voilà, et pour les e-commerce c'est pareil, il y a eu un 2e e-commerce qui est venu, un 3e, un 4e et voilà, et du coup à partir du moment où je me suis dit putain je bosse tellement, faut que je monte une boîte. Donc je me suis associé et j'ai créé une boîte qui s'appelle Aegis Agency, mais il y a Rumeur Podcast aussi, que toi tu connaissais. Et du coup voilà, tout ça c'est dans la même entité. Puis il y a mon réseau qui s'est agrandi, donc j'ai aidé Laurent Broy un petit peu
à faire, tu vois, genre des trucs que j'avais appris dans le e-commerce, à faire une plateforme de marque. Je l'ai transposé dans le podcast. J'ai aidé Laurent Pelé à faire Au revoir président. Enfin, je coach. En fait, je pense que ma vie aujourd'hui, c'est coacher des gens. Et après, pour l'opérationnel, il y a toujours mon cœur de métier qui est la data. Et du coup, là, j'ai une intervention bientôt au Web Today. Okay. Mais voilà, j'ai été invité aussi par une grosse boîte à la Tech for Retail, qui est le gros salon du retail, et on est en train de faire des trucs vraiment fous, parce que ce que je fais avec les boîtes que j'accompagne, c'est vraiment faire de la croissance. Tous les mois, c'est 20% de croissance, et ça se passe bien. Et maintenant, en fait, le plus dur pour moi, c'est de, tu vois, j'ai un côté autiste, un peu savant fou. Des gens qui me connaissent et qui même disent que je suis effervescent. C'est intéressant ça. Et voilà, maintenant j'essaye de transférer mes connaissances, beaucoup à l'instinct, beaucoup au talent. Et cette histoire de démonstration mathématique, le plus dur pour moi, c'est d'apprendre à le faire avec les gens. J'ai découvert que les soft skills c'était le plus important. Et c'était aussi important que les hard skills. Ouais, bien sûr. Et voilà, donc j'essaie de déconstruire mon rapport aux autres, comment manager, comment incentiver les gens, comment transmettre des connaissances. Voilà, je me suis formé j'ai fait une formation qui s'appelle le Lean Practitioner de Régis Medina, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Learning to Scale. Il y a des clés là-dedans pour apprendre à faire scaler l'expertise dans ta boîte. Et voilà, et donc voilà, aujourd'hui je sais pas, je touche un peu à tout. Je pense que je commence à avoir une vraie expertise business. Je pense que ça, en fait, growth hacker, c'est un mot générique. Il faut juste je pense avoir un bon sens terrien pour comprendre les business. Et voilà, je pense que je suis vraiment, je comprends les business models, je vois les courbes, je comprends là où doivent aller les gens, j'arrive à vraiment bien les encourager, à leur donner la force. J'ai l'impression d'être un coach au quotidien. Et voilà, puis j'ai des rewards tout le temps, plein de récompenses qui vont dans ce sens-là. Et il y a un truc qui est là depuis toujours. Il y avait la communauté Coup d'État aussi, tu vois, où j'étais super engagé, où on m'a même permis de faire un bootcamp. Coup d'État, c'était ma communauté. Il y a une communauté qui s'appelle Anyone Can Scale. Dès qu'il y a une question, en fait, pendant 4 ans dans cette formation-là, enfin, qui était cool, que Valentin avait relancé, Valentin Richard, qui est aussi un de très bons amis aujourd'hui, avec qui je reste en contact. Et en fait, il y a un Slack, et en fait, le jeu pendant 4 ans, avant d'avoir des résultats, les premiers clients sont arrivés parce que pendant 4 ans, j'ai donné sans compter. En fait, dès que les gens me posaient des questions, à un moment, il y avait beaucoup de communautés Slack qui étaient actives. Aujourd'hui, un peu moins. Et les gens posent leurs questions, cherchent de l'aide, etc. Et du coup, moi, j'ai aidé les gens à résoudre leurs problèmes. Je faisais des office hours. Ok. Tout le temps. J'en faisais 5 ou 6 par semaine parce que j'avais pas de temps. Enfin, j'avais du temps à occuper. Ouais. Donc, j'ai aidé plein de gens. Et la récompense que je demandais pour aider les gens sur des petits ou des gros sujets, tu vois, bénévolement. Et du coup, je disais, mets-moi un commentaire sur mon LinkedIn. D'accord. Ok. Et mets-moi une review. Moi, je le fais plus, ça, aujourd'hui. Je devrais. Il y aurait des gens plus gros et plus balèzes. Maintenant, t'es dans des articles maintenant. Des articles? T'apparais dans des articles. Ah bon? T'es pas apparu récemment dans un article qui t'a permis d'arriver à... Ah non, j'étais invité parce que j'avais j'avais été invité à écrire dans la newsletter de Yann Leonardi. Ah, c'est toi qui as écrit. Ouais, bon, c'est pareil, il y a ton nom quand même. Voilà. C'est ça. Et voilà, donc je commence à me construire une street cred, pas sur mes soft skills, mais plutôt sur les résultats que j'amène aux gens. Je pense qu'être quelqu'un d'assez humain, direct. Je pense que les gens qui bossent avec moi se font un peu malmener
mais pour leur bien. Ouais. Et voilà, donc enfin aujourd'hui tout se passe bien et il y a encore une accélération. La vie, c'est un truc de fou. T'apprends la radio il y a 15 ans, tu reviens dans le podcast. Tu fais un CAP, ça t'aide à faire un DAUB. On va trop vite là, on va trop vite. Et attends, je te coupe, je suis obligé de te couper parce que là, on va un tout petit peu trop vite. T'es en train de conclure tout seul. J'ai encore une ou deux questions pour toi et après on pourra conclure. Et la réponse c'est 30 minutes. Hein. Ouais. Non, on va faire plus court quand même. Ouais. Il y a une phrase que j'ai lue dans ton médium qui m'a vraiment percuté. Tu dis, je me dis souvent que mon ambition ce serait seulement d'être ne serait-ce qu'au moins 10% l'homme qu'est ma mère. Ouais. C'est ton leitmotiv? Ouais. Ouais. Ouais, ma mère, elle a une histoire encore plus dingue que la mienne. D'accord. Voilà. Voilà, ma mère, tu sais, ça fait partie de cette génération de femmes qui n'ont pas choisi avec qui se marier. Elles n'ont pas choisi. Ma mère, elle est née en 35, donc du coup, tu vois, et elle est, voilà, elle a eu une vie vraiment difficile. Elle a perdu plusieurs enfants. Voilà, elle a été 7 fois à terre et 8 fois debout, tu vois. Ouais. Et même aujourd'hui, tu vois, elle a Alzheimer et elle résiste, tu vois le mental d'acier. J'étais encore avec elle ce week-end, c'était voilà, je compte les moments avec ma mère et voilà, elle est toujours dans l'autonomie, à vouloir qu'on lui fasse rien à sa place, à vouloir faire le maximum, et même aujourd'hui quand je suis malade, enfin quand elle est malade, j'arrive, je suis le prince à la maison, tu sais, genre tu mets les pieds sous la table et je te fais à manger. Et je te fais à manger, et pourquoi tu manges pas, et voilà, tu vois, elle a 88 ans et même avec la moitié de sa tête, elle a la volonté d'être là et donc voilà, je pense que j'ai jamais eu rencontré une personne aussi solide quand t'as perdu plusieurs enfants, que t'as traversé la guerre d'Algérie, que t'es arrivé en France, que t'as vécu dans des bidonvilles, que tu savais pas lire ni écrire, mais t'as élevé 8 enfants. C'est la débrouille. Ouais. Tu sais, enfin je sais pas, Jamel Debbouze disait système D, VVVVV, démerde-toi vite. Ben, tu vois, ça c'était ma mère. Et voilà, elle a toujours trouvé le hack, le machin. Tu vois, genre toi t'ouvres le frigo de chez moi, je sais pas comment elle faisait, tu vois, ma mère. Elle cuisinait des trucs, mais j'ai l'impression d'être au restaurant tous les jours. Okay. Alors qu'il y avait rien dans le frigo. Elle arrivait à donner du goût à tous les aliments. Je sais pas, on n'a jamais eu le frigo vide. On a d'éclater l'été, cassé, le soir était remplacé. Non mais tu sais, parce que pour elle, fallait que la télé soit dans la maison. Et voilà, donc elle s'est toujours battue pour nous. Voilà, c'est juste que voilà, par rapport à l'école, à machin. Enfin, je pense que si ma mère, je lui en veux un petit peu parce que les autres parents d'élèves contestaient un petit peu les décisions et poussaient. Et je pense que tu vois, genre si elle avait pas baissé la tête, juste c'est le seul moment où tu vois, genre. Puis voilà, puis faut voir la vie qu'ils avaient, comment on parlait, tu vois. Et des fois, tu sais, l'autre jour, je me suis embrouillé avec un mec. Tu sais, des fois je vais faire des brocantes et tout, et des fois aux brocantes, bah tu vois, t'as les papas blédards qui viennent et tout, et ils viennent négocier et tout, et là t'as le bon français qui est là, qui tutoie, tu vois, normal. Mais non, mais en plus dans ton bled, tu vois, genre tu vois ce que je veux dire, le bon français qui te parle
Et à un moment, j'ai dit, mais attendez, mais d'où vous le tutoyez comme ça? Pourquoi vous le tutoyez? Pourquoi vous lui parlez comme ça? Il vous a tutoyé, lui? Ouais, non, machin, tout. Je suis, ouais. Donc, tu vois, et voilà. Et tu vois, et je pense que, tu vois, il est là, dans l'espèce de colonialisme qui est toujours présent, dans ton bled, dans ta case, tu vois. Ouais, je vois Et voilà. Et je pense que, enfin, je sais pas ce que je voulais te répondre, mais voilà, ma mère, elle a grandi dans ce monde-là où on se permettait de la tutoyer, alors que c'était une grande femme. Grosse force à elle, en tout cas. Voilà. Comme tu le sais, je fais toujours un parallèle avec les cultures urbaines à la fin de chaque podcast. Est-ce que tu connais l'artiste David Popa? Non. Alors, lui, il fait des fresques éphémères sur glace en Finlande. Et en fait, il les a appelées fractures. Pourquoi? Et c'est là où c'est intéressant, parce que tout à l'heure, tu parlais un peu du miroir qui était brisé, qu'on était tous un peu un miroir un peu brisé et tout. En fait, c'est des portraits qui sont fracturés, notamment en plusieurs morceaux de glace, et qui sont dessinés au charbon. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il a réussi à rendre ça super réaliste, et il a pas fait ça sur n'importe quelle eau. Ça a été fait sur l'eau qui rejoint la Russie et l'Estonie, en plus de la Finlande. Et en fait, l'histoire entre ces trois pays, c'est qu'ils sont brisés, justement. Et la question que j'ai à te poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui la profession ou les professions que tu as fait, c'est pas aussi un peu ta façon de recoller les morceaux de ta vie? Ouais, là, je recolle. En fait, ouais, non, là, je recolle tous les morceaux. En fait, t'arrives, t'es entier dans une enfance incroyable, avec un père pas présent, mais un grand frère incroyable qui est là, qui est une figure paternelle. Tout explose. Tu vois, quand ta mère elle perd son fils à 28 ans, tout explose. Quand ta sœur elle devient séropos, tout explose. Quand l'autre elle se fait battre, tout explose. Et toi t'es là, t'essaies de tenir les morceaux. Et voilà. Moi j'ai grandi dans un univers pas cool, violent, pas vraiment eu d'enfance. Et là, je recolle les morceaux. J'ai toujours eu ce truc-là où je voulais. Je me suis toujours donné comme ligne directrice d'être l'homme que je rêvais d'être quand j'étais gosse. Ok. Et je pense qu'il y a, tu vois, quand tu me parles d'enfance, etc., ou de devenir adulte, je pense que quand tu deviens adulte, c'est que tu as renoncé à ce truc-là. Et voilà. Et donc j'ai toujours ce truc-là d'enfant que j'essaye de réparer. Je le répare avec mon fils, à qui je vais donner toutes les clés pour s'en sortir. Et lui, il en fera ce qu'il veut. Et mais elles seront là, quoi. Et moi, voilà, je me répare dans une vie super apaisée. J'étais dans une cité HLM. Là, t'es chez moi, dans un séjour de 50 mètres carrés, ultra lumineux. Voilà, je vis dans un autre cadre, plus apaisé, plus calme, dans un centre-ville avec tout en bas de chez moi. Ouais, aujourd'hui, je me sens plus recentré parce que je vis dans la ville, tu vois. Ouais. Et avant, j'étais dans la périphérie, tu vois. Et même, aujourd'hui, je suis toujours à la périphérie d'une autre ville. Ouais, bien sûr. Toujours à la périphérie de quelque chose, mais voilà, aujourd'hui, j'ai ce que je désire ce que j'ai, et voilà. Et après, voilà, tu vois, je pense que et j'ai compris que je pouvais faire ma réalité, et je pense que les gens réalisent pas qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, c'est vrai, ça c'est réel. Et qu'en fait il suffit juste de demander et de faire. Et voilà. Donc du coup
Et voilà, donc moi je recolle les morceaux et voilà, je me réconcilie avec mon passé, c'est ce que je te disais, tu vois. Ouais. Enfin, tu vois cette image du puzzle et que de destin et que aujourd'hui t'as une pièce, tu la poses mais tu sais pas pourquoi tu la poses. Ouais. Le futur te donne toujours l'opportunité de découvrir L'emplacement le pourquoi, tu vois, le why, tu vois. Ouais. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Okay. Pourquoi t'es passé par ce genre de truc? Et je pense que, tu vois, enfin, je crois quand même en Dieu et je crois que lui, il nous met dans une place, il nous donne une position, un chemin, une destination pour qu'on ait mal, tu vois. Ou pour nous faire souffrir ou pour nous punir, mais pour qu'on comprenne qui on est et ce qu'il y a à faire. Quand j'avais quitté Paris, à la radio et Paris, j'ai habité à Villejuif et quand je suis revenu pour faire mes études d'infirmier, j'étais au Kremlin-Bicêtre, à Villejuif, pour faire mes études à 100 mètres. Et je pense que, tu sais, il y a une espèce de continuité, tu sais. Non, tu peux pas fuir ton destin, tu peux pas fuir qui tu es. C'est en le faisant que tu es accablé. Mais plus tu vas revenir vers ce que tu es et ce que ta trajectoire, enfin, tu le sens, tu vois. Genre, tout va t'aider. Tout va t'aider. Genre, je sais pas, t'envoies un mail, on te dit oui. Ouais. Quand tu vas envoyer un mail pour une formation Infocom, on te dit non, en fait c'était pas ça. Ouais, voilà. Et je pense que voilà, faut être l'équilibre, c'est pas mon truc. Comment je sais que je suis dans la bonne direction? C'est que en fait, j'ai pas à forcer, ni pour pousser, ni à rattraper du retard. Et en fait, l'équilibre, c'est ça, tu vois. C'est zéro effort. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme oui, je vois très bien. C'est ce qui doit arriver arrivera en fait. Voilà. Et des fois, voilà, vaut mieux pas trop forcer parce que des fois, tu veux vraiment un truc, tu forces et tu vas te faire mal. Ouais. Et des fois, faut pas être trop en retard parce que tu vas devoir payer le retard. Ouais, et en fait, pendant 10 ans, ben moi, tu vois, ok, j'étais pas sérieux à l'école, j'avais pas la maturité au travail, mais en fait, la raison pour laquelle j'avais pas la maturité, je l'ai pas dit, mais c'est que moi, j'adorais faire la fête. J'allais en boîte, j'étais avec les copains, etc. Et ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était les filles. Tu vois. Ok, je vois. Et moi, je voulais pécho. Ça m'intéressait pas, tu vois. J'ai j'ai pécho pendant longtemps, mais et voilà, et c'était cool. Et voilà, il a fallu payer l'addition. Du coup, faut recoller les morceaux derrière. Voilà. Okay. Et voilà. Et dernière course. Alors, le challenge pour toi, ça va être de répondre en une phrase maximum, comme les Negbarons, si tu devais faire le bilan. En une seule phrase. Ouais. Tiens, je vais la piquer à Nassim, celle-là, tu vois. Be water, my friend. En tout cas, merci à toi. Ça y est, c'est terminé. Ce que je retiens, 3 choses comme d'hab. En 1, avoir de la fierté, c'est intégrer le fait que tu as du potentiel. En 2, renoncer, ce n'est pas échouer, c'est accepter de tourner la page. Et en 3, be water, my friend.